Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et le procès de Gavi Cavier a repris. Et aujourd'hui, les magistrats ont auditionné des personnels du CHU venus témoigner de leurs conditions de travail. Ils font état d'une grande précarité, d'une impossibilité d'instaurer un dialogue avec leur direction et d'un manque d'organisation et de personnel. Ils ont également admis devoir faire des choix lors des tri des patients pendant la 4e vague Covid. Le reportage. Les témoins qui ont été cités par la défense, c'est-à-dire par Gabi Cavier, pour porter à la connaissance du tribunal et d'une manière plus générale, du public et du peuple guadeloupéen, la situation dans laquelle se trouvaient les salariés du CHU de Pointe-à-Pitre, les conditions de travail et les relations avec la direction. Ils ont notamment souligné les conditions de précarité dans lesquelles ils travaillaient. Ils ont également indiqué qu'il était extrêmement difficile de pouvoir échanger avec le directeur. Et en ce qui concerne la gestion du Covid, nous avons appris des choses qui sont absolument effrayantes, effarantes. Ils ont confirmé le fait qu'il y avait des choix entre les malades. Ceux qui ne pouvaient pas, au dire du staff médical, supporter notamment les soins nécessaires à leur état, ils étaient choisis et écartés, j'allais dire entre guillemets sacrifiés, et ils ont indiqué combien et comment il manquait d'organisation, il manquait de personnel et il manquait également d'éléments permettant d'arriver à fournir des soins nécessaires à la sauvegarde de la vie de ceux qui étaient là. Nous allons poursuivre l'audition des témoins. Il en reste 3, si mon calcul est exact, notamment M. Domota et également un docteur, un psychiatre, qui a accepté de venir expliquer son vécu, expliquer aussi comment il analyse la situation du CHU et la relation entre le CHU et les patients, et un troisième qui est quelqu'un de la sécurité qui va nous expliquer ce qu'il voit, ce qu'il a vécu, ce qu'il a signalé et les grosses défaillances de la sécurité à l'intérieur du CHU. Après, soit nous sommes arrivés autour de 18-19 heures et je m'attends à ce que la présidente suspende et renvoie en continuation à une autre date, soit on a encore l'espace et elle peut donner la parole aux avocats de la partie civile et au procureur de la République. Mais comme nous sommes 7 avocats à intervenir, je crains que nous sommes partis encore en direction d'une continuation pour cette audience-là, pour cette affaire-là en tout cas. Notez que la circulation virale repart à la hausse, la faute aux festivités selon le SAMU de Guadeloupe qui s'inquiète d'un retour d'une foule de patients au CHU. Le reportage. Il faut déjà définir que le rebond épidémique, c'est l'augmentation du nombre de nouveaux cas sur les jours précédents avec le dépassement des indices de surveillance. Ça traduit en fait la circulation virale qui repart à la hausse dans le département après une situation où elle avait considérablement baissé. Et ce qu'il faut craindre, c'est malheureusement le retour de la présence de patients dans les structures hospitalières. Donc c'est encore quelque chose que nous pouvons éviter et nous pouvons a priori faire le rapprochement de ce rebond épidémique avec les rassemblements liés au carnaval et la possibilité qu'a offert la levée de certaines restrictions à nos compatriotes. Ceci étant, heureusement pour l'instant, ce rebond épidémique
ne se traduit pas par une prise d'assaut des établissements de santé, tant mieux. C'est au niveau de la régulation du SAMU que nous observons une augmentation du nombre d'appels en rapport avec le Covid. Il faut rester donc prudent et je ne pourrais qu'inciter la population à continuer d'observer les règles de bon sens maintenant que sont devenues le respect des mesures barrières, de la distanciation et chaque fois que possible, tant qu'il y a une circulation qui est confirmée, de prendre les précautions de manière à préserver la santé et la vie des plus fragiles. Donc voilà, les principales craintes aussi que nous pouvons avoir, c'est qu'il y ait le développement des conditions de variants localement, et cela évidemment tout parce que nous avons un taux de couverture vaccinale qui est insuffisant. Mais nous avons dépassé le millième mort il y a 2 semaines. Donc depuis le début de l'affaire sanitaire Covid en Guadeloupe, rapporté à la population de notre territoire, c'est vraiment trop important. Et je pense que nous avions les moyens d'éviter tout cela. Et malgré effectivement les gestes barrières et toute leur vaccination, vous noterez effectivement que la circulation virale repart quand même à la hausse. Un rebond épidémique qui n'engendre pas de surcharge hospitalière. Reste à savoir si cela vous inquiète. Donc nous sommes partis à votre rencontre. Regardez. Le Covid, je ne m'en occupe pas. À partir du moment où ils ont dit faire attention, distance, masque, je porte mon masque. Quand j'ai fini, je retire mon masque, j'entre chez moi. Mais je crois que s'il faut tout écouter, on ne comprend plus rien. C'était prévisible, de toute façon nous ne sommes pas les seuls, en métropole également, les chiffres augmentent. Mais il va falloir qu'on apprenne à vivre avec, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Hein. Donc, avez-vous une crainte? Pas du tout, puisque je prends mes précautions, ainsi que ma famille, donc non. Je fais ce qu'il faut, hein. De toute façon, si je dois l'avoir, je l'aurai, mais je prends mes précautions. Les Guadeloupéens se sont relâchés ces derniers jours? On dira oui et non, comme un peu partout, hein. Comme en Martinique, en métropole. On s'est un peu relâché, mais même si on prend les précautions, vous voyez bien que même avec les gens qui prennent le vaccin, ils attrapent également. Donc, même en étant vacciné, on peut l'avoir 1 fois, 2 fois. Donc, les chiffres augmentent, c'est normal. Après, une fois que les chiffres vont augmenter, moi c'est mon avis, on va atteindre l'immunité collective. Il y a aussi des gens qui ne respectent pas la pandémie. Parce que le préfet sait, avec le carnaval, c'est pourquoi, puisque les gens voulaient sortir, bouger, aller faire la fête, mais on s'attendait à ça. Tout le monde savait, hein. Je ne suis pas scientifique, je suis un médecin, mais quand même, plus il y a du monde qui se côtoie et à une distance réduite, bon, ben, il y a des risques. Hein. C'est peut-être vrai, mais j'ai l'impression que la grippe doit se mêler aussi à cette histoire de Covid. Moi, enfin, c'est mon avis. Hein. Je n'ai aucune crainte parce que jusqu'à maintenant, la Guadeloupe est très peu vaccinée et on se rend compte qu'il n'y a pas plus de dégâts que cela. Donc, pour moi, certainement, l'Omicron, c'est une petite grippe. Je m'organise pour rester chez moi autant que possible et ne pas me retrouver confronté à la foule. Oui, que ça touche mes enfants parce que j'ai des enfants qui sont allergiques, asthmatiques. Donc voilà. Parce que je sais que par rapport à l'asthme et à l'allergie, c'est plus en fait dangereux en fait, le Covid. Donc voilà. Ça peut toucher beaucoup plus. Enfin, moi, j'ai débuté. On pas fait la confiance. Et premièrement, et deuxièmement, on a l'impression aussi le fait que ces jeunes courir là, ça peut augmenter aussi le chiffre Covid. Ça seulement comme on a supposé. Mais à vie, moi c'est ça. De toute façon, on ne peut pas éviter, hein. On ne peut pas l'éviter. Hein. On aura beau faire, on ne pourra pas l'éviter. Hein. Vous voyez comment on est parti dans la croyance, puisqu'aucune étude n'a été menée pour effectivement prouver que le rebond épidémique serait lié à l'activité carnavalesque. Parlons de la CAF maintenant, qui se prépare à la semaine de la petite enfance afin de valoriser le travail qui est réalisé en crèche. Le reportage.
La CAF de la Guadeloupe et ses partenaires ont souhaité s'inscrire pour la première fois à la Semaine nationale de la petite enfance qui se déroule du 18 au 26 mars 2022. Cette semaine, elle est portée au niveau national par l'association Agir pour la petite enfance et c'est la 9e édition. Cette année, c'est vraiment génial parce que toute la Guadeloupe va pouvoir être mobilisée dessus. Et c'est aussi la visibilité, l'ouverture, voilà, pour que toutes les familles guadeloupéennes connaissent la crèche, parce que malheureusement il n'y a pas assez de visibilité sur le travail des crèches. Cette manifestation a pour but de rassembler parents, enfants et professionnels. C'est très important pour nous de mettre en place cette semaine et c'est une semaine qui vise justement donc à valoriser les investissements sociaux mis en place par les acteurs qui interviennent en matière de petite enfance, donc à donner un coup de lumière un coup de projecteur plutôt sur les différentes équipements qui interviennent en matière de petite enfance. Et puis c'est une semaine également qui vise à accompagner les familles et à leur montrer l'intérêt qu'il y a aujourd'hui d'inscrire leurs enfants en crèche. Nous vous proposons en fait plusieurs temps forts. D'abord un webinaire qui s'adresse à différents opérateurs qui souhaitent aujourd'hui porter un nouvel équipement de petite enfance et également à des gestionnaires qui ont déjà un équipement en place mais qui souhaitent rénover leur structure. C'est un webinaire qui sera organisé en partenariat avec notre caisse nationale le vendredi 18 mars. Tout au long de l'année, nous avons le souci du bien-être des enfants. Or, au cours de cette manifestation, cette semaine nationale de la petite enfance, c'est aussi l'opportunité pour nous de montrer ce que nous pouvons faire pour les jeunes enfants. Et notamment, la CAF nous a sollicité. Tout de suite, nous avons pu répondre présent pour mettre en place une structure qui permet de réfléchir sur la prévention des accidents domestiques à la maison. Nous allons proposer pendant toute une semaine une structure surdimensionnée où les adultes auront l'impression d'être des enfants de 2 ans. Et là, ils vont pouvoir se mettre réellement à l'échelle et réaliser que quelquefois, on demande beaucoup aux enfants, on surestime leurs capacités et l'accident. Il faut savoir que plus de 90% des accidents domestiques sont évitables. Donc là, l'adulte aura l'opportunité de réaliser qu'effectivement, il y a nécessité à protéger les enfants. Protéger les enfants, n'est-ce pas? En tout cas, le reportage était signé Maxime Morel. Et les petits de l'école Bourdeux de Sainte-Rose se sont essayés au jeu Poyotine, créé par Nancy Bureau. Cette activité pédoludique est autour du fruit du soleil, la banane tout simplement. Ils ont fait ça en association avec les planteurs du département. Le reportage. Eh bien, c'est un travail que nous avons effectivement mené de longue haleine. Nous avons bien réfléchi et il fallait trouver un support pédagogique pour que les enfants puissent carrément voir comment les producteurs de bananes travaillent et que ce travail n'est pas évident, mais que c'est un beau travail. Donc, et comme ça, en toutes les phases de la production, c'est une immersion, si vous voulez, dans une plantation de bananes. Donc, c'est comme si on était des petits producteurs et qu'on devait se préparer à subir toutes sortes d'aléas afin de pouvoir fournir une belle banane à la sortie. C'était très important pour nous parce que ce jeu va participer à mieux faire comprendre qu'est-ce que c'est que la culture de la banane aux jeunes de la Guadeloupe. En leur faisant mieux comprendre, on va aussi développer la culture, développer la consommation puisque la banane est un fruit qui est très nourrissant et très bon pour la santé. Bien sûr, c'est très important. D'abord, le fait de renouer avec une cour de récréation, ce qui ne m'était pas arrivé depuis fort longtemps. Mais en dehors de ça, vous savez, CMA-CGM a un lien vraiment historique avec la Guadeloupe et plus particulièrement avec les planteurs, puisque chaque semaine, nous assurons l'exportation de la banane vers Dunkerque. Donc effectivement, c'était très important d'être là aujourd'hui et d'accompagner Nancy pour le lancement du jeu de la banane. D'abord, je crois que l'initiative prise par cette école est très heureuse à plusieurs titres, puisque nous savons toutes les valeurs nutritives de la banane. Donc c'est pour les Guadeloupéens l'un des meilleurs fruits et l'un des meilleurs légumes à consommer. Et nous devons promotionner cela, puisqu'en matière d'économie endogène, c'est un élément important.
ce jeu, c'est très intéressant pour les enfants. D'ailleurs, on voit bien comment ils sont très contents. Au lieu d'avoir des jeux qui viennent de l'Occident et qui ne racontent pas notre histoire, je crois que c'est bien, c'est extraordinaire de pouvoir faire jouer nos enfants sur des choses qui sont de chez nous et qui participent à l'économie de la Guadeloupe. Alors, comment tu as trouvé le jeu? Je l'ai trouvé très intéressant, on apprend des choses dessus. Moi j'ai bien aimé. C'était très cool, en vrai c'est un bon jeu. Tout le monde peut y jouer, tout le monde peut s'amuser. Le gagnant, il est content. Moi, je pense que toutes les familles de Guadeloupe et de Martinique pourraient s'approprier ce petit jeu, au même titre que tous les autres jeux de société que nous avons. Et nous sommes contents de l'avoir réalisé. Et je pense qu'au niveau des enfants, pour l'avoir essayé déjà dans certaines associations, dans les écoles, tout le monde est assez content. On a appris beaucoup de choses. On a appris l'histoire de la banane, le déroulement pour transporter les bananes dans d'autres pays. Moi, j'ai appris qu'il y avait différentes variétés de bananes. Il y a tout. Les secouristes de la réserve communale de sécurité civile de Saint-Claude ont reçu leurs équipements de protection individuelle, une manière d'officialiser le début de leurs actions de sauvetage. Le reste en images. Oui, en fait, c'est la troisième phase. Après la phase, on va dire, de détection, de sollicitation, la deuxième phase de formation et de remise de diplôme. Maintenant, nous passons à la troisième phase, c'est la remise d'équipements et qui permettra bien sûr à tous ceux qui sont avec nous, qui ont accepté de faire partie de cette réserve-là, d'avoir les équipements de protection individuels pour pouvoir assurer le reste de la formation sur le terrain et les exercices. Donc c'était important pour nous qu'on fasse cette remise d'équipements de façon très officielle et une façon aussi pour nous de remobiliser cette équipe-là et de voir avec le président Congrès comment accompagner ces secouristes, on va dire, cette réserve-là, et car on aura non seulement des exercices sur le terrain à Saint-Claude, mais enfin des exercices un peu au niveau départemental aussi, dès que la préfecture aura quelque chose. L'essentiel, c'est de faire en sorte que cette réserve soit active, formée et prête à agir. Alors l'objectif d'une réserve, parce qu'il faut savoir qu'il y a la réserve communale de sécurité civile, telle que celle pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, où il y a une remise d'équipements. Il faut savoir que cette réserve, si vous voulez, elle est appelée à intervenir, puisque vous savez très bien que dans notre département, il y a tous les risques cumulés, les risques sismiques, les risques cycloniques, tsunamis, enfin tous les risques naturels, sauf les avalanches. Donc cette réserve, elle est appelée à intervenir. Si toutefois, notamment, nous sommes à Saint-Claude, donc s'il y avait une éruption volcanique, cette réserve peut être sollicitée pour intervenir en matière de secourisme. Parallèlement, il y a d'autres missions que peuvent exercer les secouristes que nous dotons, que la mairie de Saint-Claude, la ville de Saint-Claude dote aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent participer à ce qu'on appelle les dispositifs prévisionnels de secours. Toute manifestation recevant du public doit être assurée par de la sécurité civile. Et donc les secouristes qui sont appelés à tenir ces postes de secours, dispositifs prévisionnels de secours, sont ce type de secouristes. En premier secours en équipe 1 ou encore premier secours en équipe 2. Écoutez, l'objectif est de pouvoir être utile à la population, utile à la ville, en tant que réserviste, en tant que secouriste, quelles que soient les intempéries, quels que soient les besoins que la ville aurait en termes de sécurité civile. Et puis j'ai envie de dire aussi que l'objectif est de pouvoir porter la voix et donner l'exemple aux autres communes, parce que vous savez, on est sur un territoire où il y a la soufrière, on n'est pas à l'abri de tsunamis, on n'est pas à l'abri de tremblements de terre, on a des cyclones dont la force augmente année après année, mais quand on a ces phénomènes majeurs, ça ne touche pas que la ville de Saint-Claude, ça touche également tout le territoire. Donc il faudrait que toutes les communes soient dotées de leur réserve communale de sécurité civile. Donc c'est aussi ça l'objectif, c'est pouvoir donner l'exemple. Et on enchaîne avec une soirée littéraire autour des ouvrages de Gisèle Pinault. Ici, nous sommes au MACT, à l'auditorium, et je viens présenter, grâce à la Maison de l'Architecture et au MACT, je suis très honorée d'ailleurs, je viens présenter Adi Soleil Noir et Guadeloupe d'antan, des ouvrages que j'ai écrits. Voilà,
c'est un enjeu extraordinaire, c'est une rencontre, c'est toujours l'occasion de parler de ces livres. Et puis je tiens particulièrement à mon roman Adi Soleil Noir qui retrace le destin d'une jeune Guadeloupéenne dans l'entre-deux-guerres. Écoutez, je pense que les architectes sont des créateurs et des passionnés comme moi-même. Chacun dans son art va évoluer à sa manière et contribuer à apporter un peu plus de beauté au monde. Alors ce projet est né du fait que la Maison de l'Architecture est une association culturelle qui a pour vocation le partage de la culture architecturale. Et donc on organise des événements régulièrement autour de films d'architecture, autour de livres. Ce soir c'est autour de livres, c'est les soirées DOM-TOM, DOM-TOMES. Et donc régulièrement on présente des livres qui ont trait en général à l'architecture mais parfois à l'art, parfois au design. Et on en a fait un inventaire de tous les livres guadeloupéens qui parlent de toutes ces questions-là. Et donc on organise des rencontres. Pourquoi Madame Pinault ? Parce que c'est un peu au feeling, c'est le sujet, c'est le fait que les cartes postales guadeloupéennes, ça parle de notre patrimoine, ça parle d'histoire. Et puis après, Adi Fidelin, pourquoi ce livre-là en particulier ? Parce qu'elle a eu un prix pour ça. Il y a quelques mois, et c'est vraiment un sujet qui est assez méconnu, enfin qui était méconnu en tout cas avant que le livre ne sorte, d'une Guadeloupéenne qui a fait vraiment partie de l'histoire de l'art, qui a marqué les esprits dans les années 40, puisqu'elle était aux côtés de Pablo Picasso, de Man Ray, de Paul Éluard, et malheureusement elle a été oubliée par l'histoire, et donc aujourd'hui ce qui est magnifique c'est que sa mémoire revient. Et c'est une belle soirée justement pour célébrer sa mémoire. Ils m'ont tout simplement contacté et j'ai accepté puisque j'aime beaucoup les rencontres, j'aime beaucoup parler de ce que j'écris, de ma passion, de mon métier d'écrivaine. Alors voilà, c'était l'occasion de rencontrer peut-être de nouveaux lecteurs et puis un nouveau public. Et puis j'aime bien cette idée de collaboration avec l'architecture, puisque dans mon livre Guadeloupe d'antan, je parle d'une Guadeloupe qui n'existe plus, qui a disparu. Mais heureusement qu'il y avait un photographe qui était là et des photographes qui qui ont posé le temps, suspendu le temps grâce à la photographie. Un reportage de Vianney Valverde. Et on parle sport et de foot avec la rencontre de la solidarité scolaire et la JSVH pour la dernière journée de Régional 1 Vito. Ce match-là, on savait très bien que ça allait être un match compliqué, d'autant plus que nous, ça nous faisait un troisième match, dimanche, mercredi et samedi, sachant qu'on sort d'une période Covid là où physiquement la préparation n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Et puis c'est surtout que sur ce match-là, on est malheureux parce qu'on prend un penalty, ça fait la troisième penalty qu'on prend sur une faute de main dans la surface. Il va falloir vraiment qu'on soit beaucoup plus vigilant sur ça. C'est un match difficile puisque la JSVH, ils sont arrivés avec beaucoup de confiance parce qu'ils nous ont battus mercredi. Donc ils sont venus pour faire un résultat, donc on est resté solide, on a été patient, on a loupé pas mal d'occasions. Après, à force d'en avoir, on a réussi à marquer et on a défendu comme il le fallait. Sur le plan physique, on était un peu émoussé et ça s'est vu par moments parce qu'on a manqué dans la finition notamment et surtout dans les choix de passe. Et notamment, on a vu quelquefois on était dans la précipitation. Donc on peut avoir des regrets, mais en tout cas, voilà. Sur 3 matchs, il y a 2 victoires, 1 défaite. Donc le bilan est intéressant pour nous. Ouais, mais c'est un match qu'il faut vite oublier quand on regarde la prestation des deux équipes. Ah mais tout à fait, mais on savait que la SS, on a vu l'effectif qu'ils ont, ils n'allaient pas venir là une nouvelle fois pour se laisser faire. On n'a pas douté après la défaite, au contraire ça nous a mobilisés et là on confirme avec une victoire et donc on est reparti de l'avant dans le travail et il faut qu'on puisse enchaîner ces victoires. Ce qui est dur, c'est de perdre le match sur un penalty sur une main, quoi. Ça raide, quoi. Mais bon, c'est comme ça, donc félicitations à la SS pour leur victoire. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.